On assiste en ce moment à un étrange ballet diplomatique entre Paris et Alger. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a une France qui, on a l'impression qu'elle a un peu perdu le scénario, et de l'autre, une Algérie qui, elle, impose le sien. Mais avec une froideur presque théâtrale. C'est exactement ça. Alors, la question est simple. C'est un simple accès de fièvre, une crise de plus, ou est-ce qu'on assiste carrément à une humiliation en règle de la diplomatie française? Ah, pour moi, c'est plus qu'une humiliation. C'est une réinitialisation. Forcée. Une réinitialisation. Oui, on n'est pas dans une crise passagère. On est vraiment dans un tournant stratégique majeur. Une redéfinition fondamentale des rapports de force. L'atmosphère est électrique, chaque geste est calculé, chaque silence est un message. Et ce qui est fascinant, c'est que des événements récents, qui peuvent sembler, un peu déconnectés pour le grand public, forment en réalité une stratégie algérienne d'une cohérence redoutable. Et tout commence, ou plutôt tout recommence, avec un nom, Boualem Sansal. L'affaire Boualem Sansal. C'est vrai, c'est l'étincelle qui a de nouveau tout mis à nu. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, il s'agit de cet écrivain. Mais ce qui est intéressant ici, ce n'est pas tant l'homme... Non, pas du tout. ...que la chorégraphie de sa remise aux autorités algériennes. Une chorégraphie dont la France a été, disons-le, délibérément exclue. Exactement. La remise s'est faite par l'Allemagne. Et ça, dans le monde feutré de la diplomatie, ce n'est pas un détail logistique. Non. C'est un missile symbolique, envoyé directement à l'Élysée. Le message est d'une clarté brutale. Vous n'êtes plus notre interlocuteur privilégié. Vous n'êtes plus le centre de notre monde. Voilà. Nous ne sommes pas obligés de tout coordonner avec vous. C'est une façon de dire que le cordon ombilical, ou ce que Paris voyait comme tel, est coupé. Définitivement. Je comprends bien la lecture symbolique, mais... Si je joue un instant l'avocate du diable. Allez-y. Certains analystes à Paris, et même, on le sait, au Quai d'Orsay, ont dit « Non mais attendez, c'est juste du pragmatisme. L'Allemagne avait son sale sous la main, la logistique était plus simple. » Est-ce qu'on ne risque pas de voir une grande stratégie là où il n'y a peut-être que de la commodité administrative? C'est ce que Paris aurait adoré croire, évidemment. Mais la réalité est bien plus amère. La preuve, c'est que Paris a tenté de récupérer le geste. En coulisses. On sait que les autorités françaises ont tout de suite mis la pression sur Sansal en lui interdisant tout contact avec les médias. Pour ne pas en envenimer les choses. Exactement. Pour montrer à Alger, regardez, nous sommes des partenaires fiables. C'était une tentative un peu désespérée. Un geste d'apaisement, en somme. Un geste qu'Alger a jugé pathétique. Et surtout totalement insuffisant. Pour le pouvoir algérien, le silence d'un écrivain, c'est anecdotique, face aux dossiers de fond qui, eux, gangrènent la relation. Et le malaise à Paris l'a bien montré. Ah, mais complètement. Les éditoriaux dans les journaux français, de droite comme de gauche, étaient unanimes sur un point. C'était une leçon administrée par Alger. Et un échec cuisant de la méthode Macron. Cette approche qui oscille un peu entre la main tendue et le bras de fer, mais qui ne fonctionne plus. L'humiliation a été double en fait. C'est-à-dire ? L'Allemagne qui prend la place historique de la France et l'Algérie qui refuse d'accorder le moindre crédit à Paris. Donc, l'affaire Sansal, c'était un avertissement, une mise en scène. Mais Alger ne s'est pas arrêté là. Ils sont passés de la manœuvre en coulisses à l'action directe, au grand jour. C'est l'acte 2, et sans doute le plus spectaculaire. La politique de la chaise vide. Le point d'orgue de cette stratégie, c'est évidemment le refus du président Tebboune de rencontrer Emmanuel Macron lors du sommet. Ce n'était pas un caprice. Surtout pas. C'était l'aboutissement logique et froid de la séquence. Il faut comprendre à quel point cette rencontre était importante pour le président français. Il en avait un besoin crucial. Pourquoi ? Pour l'image, pour sa politique intérieure. Pour tout ça. Il comptait sur cette poignée de main, cette photo, pour montrer à son opinion publique que les tensions étaient maîtrisées, que la fameuse réconciliation des mémoires avançait. C'était une question de validation. Et Tebboune le savait parfaitement, et il lui a refusé cette victoire symbolique. C'est un message encore plus fort que l'affaire Sansal. Ça veut dire, nous ne serons plus les acteurs de votre communication politique. Fini, les poignées de main devant les caméras. Terminé. Maintenant, on parle du fond. Ce qui nous amène à la question centrale. Si Alger refuse la façade, quelles sont les conditions concrètes pour une vraie réconciliation ? On entend parler d'une liste d'exigences. Alors, est-ce que c'est réaliste ? Ou, comme le disent certains à Paris, est-ce que c'est une liste impossible, juste pour maintenir la pression ? La liste, en soi, n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est la fermeté. Absolue.
Elle est posée comme un préalable non négociable à toute normalisation. Alger a mis sur la table ce qu'on pourrait appeler les dossiers noirs. D'accord. Détaillons-les. Le premier, j'imagine, la mémoire, un mot immense. Immense, oui. Concrètement, ça veut dire quoi, solder l'ancienne page pour Alger aujourd'hui? Ça veut dire sortir des déclarations d'intention. Et entrer dans le concret. Voilà. Premièrement, les archives. Alger demande un accès total et la restitution d'une partie des archives coloniales. Pas seulement les papiers administratifs, les cartes, les registres, ce qu'ils considèrent comme une partie de leur patrimoine national. Confisqué. C'est le mot qu'ils emploient. Et deuxièmement, la reconnaissance. Pas forcément des excuses, le mot est tabou, mais la reconnaissance de faits précis, les massacres de Sétif, Guelma. C'est solder les comptes, acte par acte. Le deuxième dossier noir, c'est les essais nucléaires. On en parle moins souvent, mais pour Alger, la plaie est encore ouverte. Extrême. Entre 1960 et 1966, la France a fait 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien. À Regan et Ineker. Exactement. Alger demande deux choses. La décontamination des sites, parce que la radioactivité est toujours là et elle fait des victimes. Et donc l'indemnisation de ces victimes. Bien sûr. Les populations locales, les anciens appelés algériens. Pour Alger, on ne peut pas tourner la page du nucléaire et laisser une bombe à retardement sanitaire dans le désert. Troisième point, et là c'est peut-être le plus sensible politiquement, ce qu'Alger nomme les groupes séparatistes. De qui parle-t-on exactement? On parle principalement du Hamaka, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qu'Alger a classé comme organisation terroriste. Mais au-delà, c'est tous les mouvements et individus qu'Alger considère comme une menace à son unité nationale et qui trouvent refuge en France. Le message est clair. Très direct, vous ne pouvez pas être notre partenaire antiterroriste au Sahel et en même temps héberger sur votre sol des groupes que nous considérons comme une menace existentielle. C'est une contradiction intenable pour eux. Mémoire, nucléaire, opposants, tous ces dossiers semblent converger vers un quatrième point qui est peut-être la clé de voûte de tout ça. Absolument. Le point cardinal qui englobe tout le reste. Le respect. Le respect absolu de la souveraineté. C'est la fin de ce qu'Alger perçoit, à tort ou à raison, comme une tutelle morale, politique, un peu paternaliste de Paris. Une relation d'égal à égal. C'est ça. Un changement de logiciel complet. Et c'est là qu'intervient un nom. Un seul homme qui semble tout cristalliser. Amir Désé. Au milieu de ces grands dossiers historiques, pourquoi ce cas particulier est devenu un obstacle aussi colossal? Parce que pour Alger, le cas Amir Désé n'est pas un simple dossier consulaire. Ça touche au cœur du réacteur, la sécurité nationale et la confiance entre les services. Ah oui, quand même. La perception algérienne est très claire. Cet individu n'est pas un opposant politique classique. Il est accusé d'avoir, et je reprends les termes, menti aux autorités algériennes, trompé les services de renseignement. Donc il n'est pas vu comme un dissident, Pas du tout. mais comme une menace active, un instrument. Précisément. Il est vu comme une carte politique utilisée par des officines en France pour déstabiliser le pouvoir algérien. Que ce soit vrai ou non, d'ailleurs, ce n'est presque pas la question, c'est la perception qui compte en diplomatie. Et la perception d'Alger, c'est que la France protège un agent de déstabilisation. Voilà. Et à partir de là, toute discussion sur la coopération sécuritaire, sur la confiance, la bonne foi, devient impossible. On comprend mieux l'impasse. Pour Paris, l'extrader, ce serait une violation de l'état de droit. Pour Alger, ne pas l'extrader, c'est la preuve d'une duplicité. Exactement. Les deux capitales ne parlent plus du tout le même langage sur ce dossier. Et dans cette perspective, on comprend pourquoi la remise de Boualem Sansal est vue par Alger comme une diversion mineure. Une anecdote. Tant que le dossier Amir Désé n'est pas réglé, tout le reste, c'est de la littérature. Ce qui nous amène à une vision d'ensemble. On assiste à l'affirmation d'une sorte de force tranquille algérienne. L'Algérie, qui a gagné son indépendance par les armes, semble vouloir démontrer sa souveraineté par la force de la diplomatie. Face à ça, la France est condamnée à subir. Il ne faut surtout pas voir ça comme un coup de colère. C'est une stratégie de long terme, consciente, calculée. Elle repose sur des principes simples, devenus cardinaux. D'abord, la réciprocité, stricte. Ensuite, l'exigence d'actes concrets. Fini les promesses. Et le refus des concessions unilatérales. Catégorique. Le temps où la France pouvait choisir le moment, le lieu et la forme de la réconciliation est terminé. On se souvient de la phrase de Macron qui avait dit que sa visite aurait lieu quand nous l'aurons suffisamment préparée. Ça semble d'une autre époque aujourd'hui. Cette phrase a été accueillie avec une froideur glaciale à Alger, parce que les deux capitales ne mettaient pas la même chose derrière le mot « préparer ».
Pour Macron, ça voulait dire « quand j'aurai l'assurance d'un succès médiatique ». Et pour Alger? Pour Alger, la réponse implicite était « la préparation commence par des concessions de votre part sur nos dossiers. C'est à vous de préparer le terrain, nous on attend ». La balle n'est plus dans leur camp et ils le font savoir. C'est un changement complet de paradigme, en fait. Totalement. La relation n'est plus dictée par le calendrier politique français ou les gestes symboliques décidés à Paris. L'Algérie impose ses conditions, son calendrier, ses priorités. C'est une diplomatie de la fermeté et de la clarté. Le message est simple, les paroles ne suffisent plus. Il faut des actes. L'Algérie ne demande plus le respect, elle l'exige. Et elle a montré, par la chaise vide et le silence radio, qu'elle était prête à geler la relation tant que ces dossiers ne se l'aient pas traités. Finalement, au-delà de ce bras de fer entre Paris et Alger, la question est peut-être plus large. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à l'écriture en direct d'un nouveau manuel de la décolonisation diplomatique? C'est une excellente question. Une méthode où l'ancienne puissance coloniale est contrainte de reconnaître, non plus en parole mais en acte, que l'ère de l'influence, de la relation paternaliste est définitivement révolue. Et peut-être douloureusement, pour elle, révolue.